C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On va bien évidemment revenir sur le discours hier soir de François Hollande sur TF1. Il a clairement fixé les étapes de son agenda de redressement. Oui, le président s'est notamment fixé 2 ans pour redresser les comptes du pays, confirmant au passage les réformes annoncées et préciser le calendrier. C'est l'effort le plus important demandé aux Français en 60 ans, selon le Wall Street Journal. Hollande accélère la cadence. Objectif, redresser la France en 2 ans pour atteindre les 3% de déficit en 2014. Un objectif qu'il veut réaliste, malgré une prévision de croissance revue à la baisse. J'ai demandé au gouvernement d'établir le budget 2013 en fonction d'une prévision réaliste de croissance, qui sera donc inférieure à 1%, sans doute 0,8%. Conséquence, l'État devra trouver 30 milliards d'euros. Pour François Hollande, un effort budgétaire qui doit être partagé. 10 milliards demandés pour les ménages les plus favorisés, 10 milliards sur notamment les grandes entreprises, 10 milliards sur les économies à trouver sur le budget de l'État. Chacun prend sa part. Tout d'abord, 10 milliards d'économies seront donc à trouver du côté de l'État, avec le gel de 7% des dépenses de fonctionnement dans les ministères non prioritaires. Du côté des entreprises, si l'impôt sur les sociétés reste inchangé, les mauvaises nouvelles concernent la défiscalisation à 100% des intérêts d'emprunt qui va être rabotée. Mais les PME, assure le président, seront préservées. Pour les ménages les plus riches seront mis à contribution. Une nouvelle tranche marginale à 45% de l'impôt sur le revenu va être créée. Y seront intégrés les revenus du capital, taxés désormais comme le travail. Les avantages fiscaux sont plafonnés à 10 000 euros par ménage. Enfin, la taxation à 75% des revenus dépassant 1 million d'euros aura bien lieu. 30 milliards d'économies du jamais vu sous la Ve République. Le président le reconnaît, ces mesures seront douloureuses. Et puis autre mauvaise nouvelle qui devrait compliquer la tâche du président français, la Banque de France l'a confirmé. Elle prévoit un retour en récession au 3e trimestre avec une croissance en baisse de 0,1%. Voilà pour l'actualité économique en France. On va regarder maintenant la tendance sur les places financières européennes à l'ouverture. Qui ouvrent en légère baisse après leur forte hausse de la semaine dernière et avant une nouvelle semaine riche en rendez-vous. À suivre aujourd'hui à Paris, Alcatel-Lucent, l'équipementier franco-américain, vient d'annoncer une refonte de son organisation pour réduire ses coûts de plus d'1 milliard d'euros d'ici à la fin 2013. PSA, l'usine historique de Sochaux, fête aujourd'hui ses 100 ans, le tout sur fond de plan social et de difficultés financières. Le rapport commandité par le gouvernement sur les difficultés financières du groupe sera publié demain et il doit confirmer la grande fragilité du groupe et pourrait aussi valider la fermeture du site d'Aulnay en région parisienne. Et les places asiatiques ont également clôturé il y a quelques heures en légère baisse. Oui, pour la plupart en légère baisse. Les craintes sur le ralentissement chinois ont dominé la séance avec des exportations chinoises plus faibles qu'attendues. L'excédent commercial de la Chine a certes augmenté en août par rapport à juillet, mais les exportations sont restées faibles tandis que les importations reculaient. On va regarder maintenant l'agenda économique pour cette semaine et il est très chargé pour la zone euro. Oui, après l'annonce jeudi dernier de rachat de dettes par la Banque Centrale Européenne saluée par les marchés, les investisseurs suivront de près mardi la présentation par la Commission européenne de son projet d'union bancaire. Mais le rendez-vous de la semaine, ce sera mercredi avec la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur la légalité du futur pare-feu européen. Autre rendez-vous important de ce mercredi, les élections législatives aux Pays-Bas. Des élections qui pourraient bloquer la résolution de crise, tant l'euroscepticisme gagne la gauche comme la droite dans l'un des derniers pays notés AAA de la zone. On reste dans la zone euro et alors que la BCE s'apprête à voler au secours de l'Italie et de l'Espagne, eh bien, un nouveau bras de fer s'engage en Grèce entre le gouvernement et la Troïka. Et ces derniers émettent des doutes sur le nouveau programme d'11,5 milliards d'euros d'économie qu'Athènes s'est engagé à prendre au cours des 2 prochaines années. Selon les experts européens, 2 milliards d'euros manqueraient à l'appel. Des experts qui haussent le ton et demandent de nouvelles coupes, notamment dans les pensions ou les indemnités pour les handicapés, ce que se refuse de faire le gouvernement grec, d'autant que les grèves devraient se succéder tout au long de la semaine. Le Premier ministre rencontrera aujourd'hui la Troïka, les membres de la Troïka, pour tenter de trouver une solution.
Et alors que l'on parle souvent d'une possible sortie de la Grèce de la zone euro, eh bien pour un grand nom de la finance, c'est à l'Allemagne de partir. Et ce grand nom, c'est Georges Soros, souvenez-vous, le financier de 82 ans qui avait fait sa fortune en pariant, en spéculant sur la livre sterling au début des années 90. Eh bien aujourd'hui, il prédit une longue dépression en zone euro si des mesures fortes ne sont pas prises pour aider les pays du Sud, principal responsable selon lui, l'Allemagne. On l'écoute. Je pense que l'Allemagne devrait être le fer de lance d'une politique de relance, le moteur d'une union politique et accepter de partager le fardeau de la dette. L'Allemagne doit accepter les coûts liés au leadership ou partir avec un arrangement à l'amiable qui préserve l'Union européenne. Je pense que nous avons tous, l'Allemagne en tête, intérêt à préserver l'Union européenne, tant sur un plan économique que politique. C'était l'un des symboles des dérives de la finance. Le trader d'UBS sera jugé à partir d'aujourd'hui à Londres. Il est soupçonné de fraude géante. Il aurait fait perdre à sa banque près de 2 milliards d'euros. Oui, son procès commence aujourd'hui, un an tout juste après son arrestation. Kweku Abodoli est accusé d'abus de position et de fraude comptable. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Jérôme Kerviel et qui pose à nouveau la question du contrôle des risques au sein des géants bancaires. Les précisions de Sandrine Gomez. Il est surnommé le trader voyou par la presse britannique. Septembre 2011, sous les flashs des caméras, Kweku Abodoli est en état d'arrestation. Il aurait fait perdre près d'1,8 milliard d'euros à son employeur, la banque UBS. L'homme de 32 ans d'origine ghanéenne est poursuivi pour abus de position et fraude comptable. Entre 2008 et 2011, depuis la section spéciale Delta One d'UBS à Londres, il aurait pris des positions risquées pour le compte de la banque, près de 7,8 milliards d'euros en spéculant sur le cours du franc suisse. Au procès, le trader qui risque 10 ans de prison plaide non coupable, car pour lui, la banque était au courant. Au siège d'UBS, un seul mot d'ordre pendant la durée du procès. Éviter tout commentaire. Le message a été adressé par mail la semaine dernière par le nouveau directeur général aux 36 000 employés de la banque suisse. UBS pouvait-elle ignorer les positions de son trader? A-t-il agi seul? Des questions qui rappellent celles d'une autre affaire, celle du trader français Jérôme Kerviel. En 2008, il avait fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque. Une affaire de trader qui ternit encore un peu plus l'image des banques d'investissement et relance la question des contrôles au sein des géants bancaires. Autre symbole des excès de la finance, AIG, le Trésor américain poursuit sa sortie du capital de l'assureur. Oui, il a annoncé hier qu'il allait vendre pour 18 milliards de dollars de titres AIG. Celui-ci rachètera pour un maximum de 5 milliards. Le mois dernier, le Trésor avait déjà vendu pas loin de 6 milliards d'actions AIG, réduisant sa participation de 61 à 55% dans le groupe. L'État sort ainsi progressivement du capital de l'assureur nationalisé au plus fort de la crise en septembre 2008. Au total, souvenez-vous, les autorités américaines avaient injecté 180 milliards de dollars pour sauver l'assureur de la faillite. Une dernière information qui concerne le secteur minier. La fusion entre Glencore et Xstrata a de nouveau entravée par un actionnaire. Et cette fois-ci, ce n'est pas le Qatar qui veut imposer ses conditions, mais un autre actionnaire important de Xstrata, le fonds Knight-Vinc. Il a annoncé hier rejeter l'offre améliorée de Glencore sur le groupe minier dans une fusion censée aboutir à la création du 4e géant mondial du secteur. Vendredi, le géant du négoce, Glencore, avait pourtant relevé son offre à 37 milliards de dollars. Insuffisant pour le fonds qui s'oppose aussi au fait que le patron de Glencore prenne les rênes du futur ensemble. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous juste après la pause. Un nouveau bulletin vous est présenté par Elisabeth Alain et elle reviendra bien sûr sur l'intervention hier soir du chef de l'État François Hollande. TF1 vient de donner les chiffres de l'audience. Cette allocution a été suivie par 9 900 000 téléspectateurs. Voilà, restez avec nous tout de suite, c'est la météo. Deux hommes à la conquête du pouvoir. Deux hommes face à leur destin. Les élections américaines à suivre sur France 24.